Quand j'ai vu il y a à peu près 2 mois ou peut-être plus qu'il y avait une journée mondiale de la sclérose en plaques, je me suis dit Christelle, il faut que tu fasses quelque chose. Après avoir participé au concours C'est pas dessiné de l'UNICEF, je fais la pub parce que c'est important, il faut soutenir l'UNICEF et toutes les associations. Je me suis dit il faut faire quelque chose pour faire connaître cette journée mondiale de la sclérose en plaques. Donc j'ai décidé de faire un site internet à cette occasion pour parler de la sclérose en plaques. Mais en parler différemment. Je me suis dit il faut quelque chose, il faut des informations facilement accessibles au grand public parce que sinon ils zappent. Il faut une information percutante. Qu'est-ce qui est percutant? Ben, les malades. Moi quand j'ai commencé à le faire grâce aux vidéos, ça a été une manière pour moi d'extérioriser la souffrance que j'avais, la colère que j'avais envers certains médecins et surtout aussi envers cette maladie quoi. Moi j'aurais préféré pas l'avoir. De dire ce qu'on ressent, comment on vit les choses à l'intérieur quoi. Donc voilà, j'ai pris un petit stylo. Le 27 mai, journée mondiale de la sclérose en plaques. Tu me voles mon stylo, c'est pas un problème, c'est que tu prends ma maladie avec. Bon. Pour mon témoignage sur ce que m'a apporté ma participation au concours et pourquoi je témoigne souvent parce que j'en ai besoin, vous pouvez voir le témoignage sur le site de l'APF et en même temps je fais pour l'APF parce que c'est une association aussi qui fait des belles choses. Dimanche 15 janvier 2006. Je me réveille fatiguée, comme si mon corps était en dépression. C'est une sorte de lutte entre mon corps et mon mental.
ma volonté d'aller bien, de vivre, de m'en sortir, ne surtout pas replonger dans la dépression et la phobie sociale. En 95, j'ai commencé à avoir des troubles de la mémoire, de la concentration. Ça m'a super angoissée. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dû arrêter la fac. Et bon, on m'a soigné un coup d'anxiolytique, d'antidépresseur pendant 5 ans. Et là, je me suis complètement plongée dans la phobie sociale. Je voulais voir personne. J'étais super isolée socialement. Et puis, un jour, quand je suis passée d'un antidépresseur à un autre, mon psychiatre à l'époque, j'en vois plus, hein. Je n'ai plus envie d'en voir, m'a dit il vous faut un traitement plus adapté à la phobie sociale. Phobie dont je souffrais. Et à ce moment-là, j'ai mis 15 jours avant d'être sevrée, voilà, du premier antidépresseur. Puis là, je me suis dit, mais qu'est-ce que je me sens mieux sans antidépresseur? Et comme je prenais une petite dose de l'autre, ça me mettait comme sur une pile électrique. Je me suis dit, mais c'est bon quoi, j'arrête tout. Et puis là, ben, j'ai voulu reprendre la fac, mes études, et puis j'ai cru en être sortie jusqu'en 2004, l'année où je suis allée à la fac d'Aix-en-Provence, avec une super année pour moi. C'était un domaine qui me plaisait beaucoup, le droit d'auteur. Mais là, j'ai cru revivre, je me suis dit, ça y est, enfin. Ah, qu'est-ce que je suis contente de vivre, quoi, et comme tout le monde, entre guillemets. Et puis là, premier problème, moteur, lâchage de cheville. Je me suis dit, qu'est-ce qui m'arrive? Je marchais, puis la cheville, elle basculait d'un côté. Puis avant, c'était à la fin de la journée, j'étais fatiguée, je rentrais à l'hôtel. Puis sinon, je faisais aller-retour Montpellier, Aix, en voiture, en train. À un moment donné, j'étais épuisée au mois de janvier, j'ai dit, ah merde, je ne peux plus. On s'est débrouillé pour que je puisse terminer ce master. Là, je commençais à dire à mon médecin généraliste, qu'est-ce qui m'arrive? Puis là, 2005, trouble urinaire. Je sais plus pourquoi je disais ça. Bon, on comprend. Oui, pour expliquer la dépression. Voilà, donc en fait, c'était pas vraiment une dépression. Enfin, si, j'étais déprimée à un moment donné, bien sûr. Mais à la base, c'était sans doute une poussée de troubles cognitifs qu'on n'a pas repéré. C'est logique, hein, je comprends bien que c'est pas évident. Mais ça fout les glandes, comme on dit. Bref, donc je dis. Je me force à me lever, à me doucher, à travailler mes cours, car naturellement j'aurais envie de dormir. Mais dormir ne m'apporte pas le repos. Donc en fait, j'étais très fatiguée, mais en dormant, j'étais aussi fatiguée que la veille. Ouais, j'avais une seule angoisse, c'est de me replonger dans la dépression. Je ne voulais surtout pas. En fait, cet épisode de grosse fatigue a duré 15 jours. Et j'étais voir un psychiatre, un psychiatre dans le temps, qui m'a dit, ben, il a fait passer différents tests, la thyroïde, etc., l'hépatite B, je sais pas. Bon, il a fait ce qu'il a pu, il m'a dit, moi je suis pas médecin généraliste, effectivement, mais je dis, oui, mais moi, médecin généraliste, j'en vois et ça pas non plus. Il m'a dit, bah, c'est peut-être une dépression cachée, dans ce cas-là, Prozac, et puis si ça marche, en antidépresseur, et si ça marche, c'était ça. Ah, j'ai trouvé une façon de procéder un peu bizarre, j'ai pas envie d'être un cobaye, j'ai dit, non, en plus ça aurait été mieux, mais c'était absolument pas ça, c'était une poussée, donc effectivement, au bout de 15 jours, hein, je mets 7 février 2006, ce qui m'est insupportable, que ma parole ne soit pas entendue, comprise. On m'apporte aucune réaction. Ouais. Comme si on banalisait tout. C'est rien, Christelle, ça va passer. Bah oui, ça va passer. 27 mars 2006, 4 h du matin, impossible de dormir. Je me suis endormie à 1h30, je me retourne sans pouvoir trouver le sommeil. Non, je suis couchée depuis 1h30 du matin. Je me retourne sans pouvoir trouver le sommeil. J'ai de l'impatience dans les jambes, c'est ce que je pensais avoir. Et des gargouillis dans l'estomac. Samedi matin, j'ai suivi un stage dance country. On était le 13 mars 2005. Ah, 2005. C'était super. Mais au bout de 2 heures, 2 heures quand même, c'est bien, les gens m'ont lâché. Je me suis retrouvée comme Bambi, par terre, comme si j'avais pas plus de muscles. J'ai aussi un problème d'incontinence depuis quelque temps. Après un effort physique intense, je ne peux plus rester debout. Je m'angoissais beaucoup. Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Et ça, c'est vrai que, bon, des fois, souvent, je me lève la nuit pour aller aux toilettes. Je suis dans le noir.
Et je me dis, si j'allume la lumière, je vais pouvoir m'endormir, mais si je n'allume pas la lumière, je vais me casser la gueule. Parce que je perds l'équilibre, surtout quand c'est dans le noir. C'est logique. Alors je me tiens, comme je peux. Ouais, bref, ça, je rigole comme ça, mais non, c'est super angoissant. Le matin, on se dit, est-ce que je vais encore marcher? Est-ce que mes jambes vont me supporter encore un jour de plus? Ouais. De se dire, son corps se dégénère. Se liquéfie. Bref, on a l'impression de vieillir. Enfin, en plus, moi, avec ces problèmes d'antidépresseurs, ça m'a bousillé toutes les dents, parce que le traitement que je prenais, ça m'a fait casser toutes les dents. Enfin, bref. J'ai dû faire des prothèses dentaires un peu partout dans la bouche. À chaque boulus, ça me provoque des mycoses, ça me fait des gingivites. J'ai un risque de déchaussement dentaire, enfin, c'est génial. Donc en fait, quand tu sens que ton corps qui répond plus, c'est super angoissant. D'abord, le premier signe, ça a été, alors 92, je l'ai noté, fatigue physique, difficulté pour suivre un groupe, endurance physique. C'est vrai que je faisais du scoutisme, et déjà petite, je traîne la patte quoi, enfin je traîne la patte, j'ai du mal à, bon ben ça, c'est pas ça, hein, c'est pas, hein, faut pas non plus tout mettre sous le coup de la sclérose en plaques, mais c'est tout le temps cure de vitamines, cure de magnésium. J'en avais jusque là, et à chaque fois, tous les 6 mois à peu près, à chaque changement de saison, je me plaignais de fatigue. Bon. En 85, on m'a dit que j'avais des crises de spasmophilie, parce que j'avais des tremblements, des vertiges. Et j'avais très mal à la lumière, enfin, très mal aux yeux quand je regardais la lumière. Moi, c'était à cause de mes yeux bleus, d'astigmatisme. Je pensais que c'était la spasmophilie. Est-ce que... Question, je sais pas, on s'en fout. En 88, ouais, j'ai eu la sensation de ne plus sentir mon cuir chevelu. J'ai l'impression de ne plus sentir mon cuir chevelu. C'est super angoissant ça. Sauf qu'en plus je venais voir un film d'horreur où il avait peut-être explosé, c'est peut-être un rapport avec ça. Ça n'a rien à voir avec la séance en fait. On passe. 89. Flou visuel constaté durant la journée d'examen. Ah mais c'est sous le coup de l'examen, c'est normal. 92. Incapable de travailler à l'extérieur de chez moi sans éprouver une fatigue nerveuse et qui m'occasionne des difficultés à digérer. J'ai tendance à éviter donc ces situations. Difficulté pour me concentrer, suivre un cours à la fac est devenu impossible. Je suis donc démotivée et je tombe en dépression nerveuse. 99. On appelle SOS médecin pour un problème de paralysie faciale et de constipation. Avril 2005. Je vois une généraliste pour des problèmes de rétention et de fuite urinaire et des vertiges. On fait un bilan sanguin et un examen urinaire. Et on donne un médicament pour éviter les baisses de tension. En mai 2005, je vois un médecin spécialisé en médecine du sport qui constate une faiblesse dans mes jambes. Il dit votre problème est musculaire. Novembre 2005, un autre médecin généraliste, j'ai changé. Parce que j'ai trouvé en fait, j'ai passé des examens urinaires et tout va bien. Et le médecin ne demande pas, hein. Et alors? Tout va bien sur le papier, mais vous avez toujours des problèmes? Et ça, j'en parlais avec quelqu'un qui me disait, mais la toute puissance du médecin, c'est terrible ça. On pense que le médecin, il doit tout trouver. Mais c'est à nous aussi. C'est pour ça que je parle dans mes vidéos. Je ne veux pas critiquer les médecins, c'est pas mon but. Au contraire, c'est d'améliorer cette relation. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que patient? Je pense que j'aurais dû dire, attendez, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait quand je suis allée la revoir 2 ans après en disant là, il faut vraiment vous trouver ce que j'ai, sinon je vais aux urgences. C'est, moi je sens qu'il y a quelque chose, réellement. C'est pas juste, puis là ça commence à devenir un craignos quand même, hein. J'ai chuté en 2006. Bref. Comment faire passer le message? Docteur, j'ai quelque chose, arrêtez de croire que c'est là-dedans. Arrêtez de penser que... Attends, vous me dites, je vous dis, j'ai besoin de me presser la vessie pour faire pipi complètement. C'est ça, faut parler un chat un chat. Alors, on peut passer des examens, tout va bien. Sur papier, tout va bien. Mais oui, moi je continue à devoir m'appuyer sur la vessie pour pas avoir à y retourner toutes les 5 minutes. Mais il n'y a rien. On va pas plus loin. Moi, c'est super frustrant. Je me dis, ben, on s'en fiche que je raconte, quoi. Ça n'a aucun intérêt. C'est psychosomatique. Donc, c'est moi qui ai un problème. Voilà, c'est un problème. Soit je m'exprime mal, soit ce que j'ai, c'est
préfère faire pour moi. Donc, ben, finalement, au final, j'en parle plus. Je vais garder ça pour moi. Seulement maintenant, même avec le recul, maintenant en 2009, quand je vais aux toilettes et que je dois m'appuyer sur la vessie, je repense à ces moments-là en me disant, mais mince, encore, j'en ai marre, je préférais, je sais pas, quand j'entends, c'est bizarre, quand j'entends des gens qui font pipi, je dis, ah, ils ont de la chance. C'est un peu quand on était loin avec mes frères et qu'on faisait des concours de pipi, et eux, ils pouvaient, on voyait très loin, c'était des mecs. C'est super frustrant, quoi. Donc voilà, c'est super intéressant, bon. Voilà. Donc j'aurais aimé qu'on me dise, alors, où ça en est votre problème? Mais c'était peut-être à moi de dire, docteur, vous savez, vous m'avez fait des troubles, vous m'avez fait faire des analyses d'urine. Ça donne, tout va bien. Mais moi, ça continue à pas aller. Pas faire d'autres examens plus poussés que ça pourrait être. Et là, on m'interroge. Est-ce que vous avez des troubles visuels aussi? Est-ce que vous m'avez pas dit que vous aviez des problèmes au votre suivi sclérose en plaques. Peut-être pas me le dire, bien sûr, mais rapprocher les signes, quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Donc, à un autre niveau, il faut insister, insister, insister. Si on sent qu'il faut insister, il faut insister. Bref, donc je suis allée voir un autre médecin, je lui ai parlé de mes troubles urinaires, de mes vertiges, l'impression de flotter, même en étant assise. C'est-à-dire que j'avais des pertes d'équilibre, quoi. Bilan sanguin, tout va bien. Ah oui, je conseille à lui dire que la position de debout était pénible, depuis octobre 2005. Bon, bah, l'autre, celui-là, donc. Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile pour un médecin de dire, bon. Au début, on part en disant, oh, on va pas les inquiéter pour rien. Hein. Nous, on est très inquiets, mais les médecins, il ne faut pas les inquiéter pour rien. Ils pensent qu'il ne faut pas nous inquiéter alors qu'on est déjà inquiets. Mais ils ne savent pas, en fait, qu'on est inquiets. Donc, bref. Ah ouais, pendant la semaine du 3 au 7 janvier, là où j'ai travaillé à la fac, tremblement, nausée, à cause du manque de sommeil et la grosse fatigue. C'est-à-dire que comme je poussais mes limites, ça était à total. Janvier 2006, je vais voir, donc je suis médecin généraliste, référent pour des parasthésies. J'avais une sorte de brûlure au niveau des jambes, devenue une impression d'électricité permanente. J'ai l'impression d'avoir de l'électricité dans les jambes. Des insomnies. J'ai l'impression d'avoir les bras anesthésiés. Je me réveillais, j'avais mal au cou, j'avais l'impression de. Les bras, je ne sentais plus rien au niveau des bras, c'était super angoissant. Il m'a donné. Il a pensé que c'était une carence en vitamine B12. Il m'a donné aussi du lithium, du ribosol et du magnésium. Après janvier 2006, fatigue d'élevée, tremblement, impression de froid, vertige, impression de flotter, des nausées. C'est un moment de la journée. Parfois réveil en pleine nuit. Baisse d'appétit, du fait de ces nombreuses sensations physiques désagréables. Engourdissement des mains, picotement sur tout le corps, impression d'avoir des semelles aux pieds, fatigue au niveau des bras et des jambes. Et je suis toujours toute seule avec ces problèmes-là, il n'y a personne qui m'entend. Janvier 2006, je vais avoir une autre généraliste. Encore. Épuisement physique et nerveux, trouble de la marche. Elle me dit, vous avez une hyper-excitabilité nerveuse et musculaire. Elle n'est pas faux. Atépadène, oligosol, lithium et magnésium. Février 2006, je vais voir mon psychiatre pour ce problème d'épuisement physique et nerveux. Et je commence à perdre du poids d'ailleurs. Et là, qu'est-ce que c'est? Une dépression cachée. Donc, ensuite, juillet 2006. Alors là, je ne sais plus combien j'en suis, mais un autre médecin généraliste encore. J'ai toujours l'espoir de me dire, enfin, il y en a un qui va trouver ce que j'ai. Non. Parce qu'en juillet 2006, j'étais tombée. La charge au niveau des genoux, pouf, tombée. J'ai eu du mal à marcher, à rester debout. Et lui, il a trouvé que c'était maigre, la maigreur. Il me donne un anxiolytique, il me donne de quoi me donner de l'appétit. Je revois l'autre généraliste pour obtenir un certificat médical pour échapper à la pratique d'un atelier de gymnastique des associations. Contre-indication aux efforts même modérés prolongés pendant une durée d'1 mois. C'est pas ridicule. En octobre 2006, consultation d'urgence suite à l'apparition de troubles visuels. Retournez voir votre opticien. Elle pensait que je venais faire des. Attends, le thermologue, elle s'était pas rendu compte. Elle croyait que je venais faire des lunettes. Mais non. Et que c'était l'opticien qui avait mal réglé mes lunettes. Pas du tout. J'avais l'impression, moi, que mes lunettes avaient été déréglées. Mais bon. C'est une histoire de malentendu avec elle. Alors. On continue. Je vous ai pris mon petit dossier médical. Mais on n'en est pas encore là. Alors. Oui. Mon but, c'est pas de raconter à tout le monde ma vie. Tout ça. C'est. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens qui souffrent de sclérose en plaques? On va parler d'eux.
Alors je commence par parler de moi parce que c'est moi que je connais le mieux, hein, évidemment. Et espérons qu'il faudra prendre la relève hein, pour continuer. Non, honnêtement, on va parler de la maladie, pour ça, il faut parler des malades. Parce que je pense que les gens sont plus intéressés par ce qu'on vit nous, la maladie telle qu'on la vit nous en tant que malade, que la maladie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, voilà. C'est l'humanité qui nous intéresse. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Peu importe. Donc, alors, où j'en étais? Oui. Je dis des conneries, mais ça m'arrive aussi. Ah, comme tout le monde, c'est pas la sclérose en plaques. Hein. Oui. Donc, au final, après janvier 2007, j'ai été voir une autre. J'étais à une clinique pour faire une échographie abdominale et pelvienne. Mission incomplète et dysurie. Absence d'anomalie de l'appareil urinaire. Pas de lésion à l'étage pelvien. Et on en est resté là. Mon état généraliste que j'ai revu au mois de mars, pour une faiblesse musculaire et difficulté à marcher et à rester debout. On a donné du Séglor. En pensant que c'était peut-être un malaise vagal, trouble de la circulation du sang, bref. Voilà. J'étais tout à fait satisfaite. Je pensais tout à fait que c'était ça tout ce que j'avais, évidemment. Donc, 3 mois plus tard, parce que là, pendant 3 mois, j'ai dit j'arrête tout, j'en ai marre, je vois plus personne. J'ai été revoir mon médecin de famille que je voyais depuis 20 ans. Et elle m'a reconnu des questions de troubles neurologiques. Et elle m'a dit d'aller voir en urgence un neurologue. Et là, le premier neurologue qui a pu me recevoir, 23 juin. C'était rapide. Il m'a donné plein d'examens à faire. Un mois après, le 20 juillet 2007, il m'annonce le diagnostic. Le 20 juillet 2007, il m'annonce le diagnostic. Alors c'était comme ça. Ça ressemble à la sclérose en plaques. Ah mais docteur, je m'y attendais quand j'ai vu j'arrive jamais avec ça, ce mot, démyélinisation. J'ai été voir sur internet. Ah, je suis tombée sur le livre d'Arnaud Gautelier. Je te plaque ma sclérose. Je l'ai acheté avant même d'avoir le diagnostic de poser. Donc je lui ai dit, ben, je m'y attendais. Enfin, je m'y attendais, lui. Ah, mais je suis foraine! C'est la sclérose en plaques! Ah, vous aviez peur que je me jette à la fenêtre à l'annonce du diagnostic. Bon, voilà. Et le jour même, il m'a annoncé qu'il fallait que je me mette sous l'interféron. Je vais un petit peu attendre. Et que le lundi même, on était vendredi, le lundi même, il fallait que j'aille me faire une brûlure de cortisone. Oh, en 2 heures, quand je lui ai demandé quels sont les risques secondaires. Oh, rien. Ah, mais je vous promets, il m'a dit non. Non, faut juste manger beaucoup de protéines, peu de sucre et peu de sel. C'est tout. Quand je vois que l'autre neurologue que j'ai vu après m'a dit non, moi j'hospitalise, hein, parce qu'il y a des risques d'allergie. Et... Ah, alors il m'a dit. Donc là, c'est la lettre qu'il envoie à un généraliste. Cher ami, je vous remercie de m'avoir adressé à Madame Christelle Bourrelli, 38 ans, j'en ai 40, pour faiblesse des membres inférieurs. À l'âge de 20 ans, elle a un épisode de flou visuel bilatéral pendant un examen pendant une journée. Il va y avoir 2 récidives identiques. Elle aura ensuite une paralysie faciale droite régressive et gardera une fatigue importante. Progressivement depuis 2004, elle a une faiblesse des membres inférieurs avec fatigabilité. Elle fait parfois des chutes. La symptomatologie prédomine aux membres inférieurs gauche. Ceci avait débuté d'abord par les paresthésies des 2 pieds, mais elle a eu aussi au niveau des bras. Elle a même eu il y a 1 an et demi un épisode de quelques semaines de paresthésie des 2 membres inférieurs et de l'abdomen. Depuis 2004, elle a aussi une incontinence urinaire, parfois une difficulté à la vidange complète et aussi des mixos impérieuses. Elle est plutôt constipée. À noter, à automne 2006, des douleurs des 2 yeux avec baisse de l'acuité visuelle bilatérale pendant 2 semaines. Elle garde toujours parfois un flou visuel. Enfin, ça c'est parce que aujourd'hui j'ai l'astigmatisme. Et prise d'ici. Pas d'antécédents familiaux neurologiques. Examen clinique. Discrète paraparésie à prédominance gauche. Signe Babinski bilatéral. Hyperréflexie ostéotendineuse des membres inférieurs avec trépidation bilatérale épuisable des chevilles.
Signe de Hoffmann bilatéral, pas d'autres anomalies. Examen complémentaire. IRM cérébral avant et après injection. Présence d'une douzaine d'hypersignaux en flair et en T2 au niveau de la substance blanche des hémisphères cérébraux. Mais il existe aussi 2 hypersignaux au niveau du tronc cérébral. Un hypersignal sustentoriel prend le gadolinium. Pas d'autre anomalie. Heureusement, hein. IRM médulaire avant et après injection normale. NFS, BS, transaminase, BI, calcimie, TS, etc., normaux. Radiographie thoracique normale. Conclusion. Il s'agit donc d'une sclérose en plaques. Je l'ai annoncé à la patiente. Je suis là. Je lui propose de faire une cure de Sodimidrol à 1 gramme sous 3 jours de suite pour essayer d'améliorer le problème actuel. Il s'agit d'une sclérose en plaques en partie rémitante. Un traitement de fond par bêta-interféron me paraît donc nécessaire. Dans un premier temps, il faut faire une demande de prise en charge à 100% par la sécurité sociale pour cette maladie, bien amicalement. Donc moi, un petit peu angoissée par le traitement qui m'attend, parce que bon, ce jour-là, il a pris rendez-vous directement à la clinique, il m'a dit je devais y aller. Et dimanche, j'ai dit à ma mère, écoute franchement, j'ai pas confiance en ce neurologue, il dit pas d'effet secondaire, je le crois pas. Je crois que j'ai bien fait. Donc lundi, j'ai téléphoné à la clinique pour dire j'annule. Je vais voir d'abord le médecin généraliste si j'avais besoin de lui en parler. Le médecin généraliste, pas là. Pas là. Une écoute bienveillante. C'est ce que je cherchais. Et qu'on m'explique cette maladie, etc. Bref, d'être réconforté un petit peu, quoi. C'est normal que je commence à angoisser. Donc j'ai vu la pharmacie qui m'a donné le nom d'un médecin à côté de chez moi. C'était le trouble nerveux. J'y vais. J'ai pas fait gaffe au quartier où c'était, mais... Alors lui, ouais, gentil, mais totale panique quand même, c'est... Alors il m'a dit, écoutez, pour savoir si vous êtes allergique au Sodimidrol, je vais vous faire une injection sous-cutanée, là, un petit flash, comme on dit, ça va vous permettre de... Après, il voulait me proposer, fallait voulu à domicile. Appelez quelqu'un. Ah oui, je connais quelqu'un, un professeur au CHU, je peux vous appeler. Parce que je sais pas si c'est 500 mg ou 1 gramme, je vais aller voir. Il appelle. Et là, il dit ah non, c'est 500 mg pendant 5 jours. Vous pouvez lui faire donc une prescription pour perfusion à domicile. Et je lui dis donnez-moi un rendez-vous avec ce professeur de CHU. J'ai qu'une service. Je lui dis il est fou, il est fou. Et le pire, c'est qu'à la pharmacie, ils m'ont donné. Je l'ai pas fait. Parce qu'ils disaient, c'est pas grave, pour vous débrancher, votre mère pourra vous débrancher, hein, prévenir une infirmière, et puis... hallucinant. Et le pire, c'est que le prof de CHU a donné, il n'a pas répondu. Je sais pas, bon bref, je passe là-dessus. Donc, le professeur du CHU, je ne dirais pas qui c'était. Ils sont très compétents, ça c'est sûr. Mais alors... au niveau humain, ça n'a pas du tout collé avec moi. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Je cherche. Lui, il en a 12 d'hypersignaux, hein, vous avez remarqué. Donc lui, il voulait me faire 2 heures, hein, pas possible, moi il me faut au moins 5 heures, sinon je suis trop mal. Alors, cher confrère, peu importe. J'ai donc vu à votre demande, Mademoiselle Borelli me dit être désireuse d'une confirmation diagnostique et d'explications sur la pathologie et sa gestion. Honnêtement, je suis pas sûre qu'il m'en ait... je ne me souviens pas qu'il m'ait donné des explications sur la maladie. L'histoire est assez difficile à retracer. Je noterai que depuis 2 mois, elle se plaint d'une gêne à la marche, une sensation de raideur. Je passe, parce que ça m'énerve. Au premier examen, j'ai pris connaissance d'une radiographie du thorax, d'une biologie qui met en évidence une lymphopénie. Et le 2 IRM, une cérébrale, qui montre 6 hypersignaux. Un sur le corps calleux pour le contraste. Et il y a un hypersignal de tronc cérébral. Voilà, il y en a plus que 6. Voilà. Voilà. Comme je le dis, le diagnostic de sclérose en plaques est de loin le plus probable. À l'heure actuelle, les critères diagnostiques évoluent rapidement. Il est demandé, proposer le diagnostic. Enfin bon, il fait son cours. Bref. Je dis à Mme Borelli, la difficulté de retracer l'historique et
intrication avec des phénomènes psychologiques trop difficiles à précision du type de sclérose en plaques. Alors moi, j'avais un profil phobique. Voilà. Alors quand je lui ai demandé à quoi vous voyez ça, ah c'est pas mal s'il vous plaît, phobique, vous pouvez pas le voir. Donc en fait, quand j'ai refusé, je lui ai dit c'est indispensable la ponction lombaire, parce que vous savez que ça fait quand même des années que je galère, mais maintenant vous pouvez me rajouter un plus. Pour être sûr du diagnostic, parce qu'il y a quand même 98% de chances que ce soit ça. Et puis bon, j'ai pas envie d'attendre tout de suite, ça va tout de suite. J'ai pas voulu. Ah, c'est normal. Vous avez votre profil phobique, c'est normal. C'est normal. J'ai pas du tout aimé ça. Attendez, ça faisait un peu une semaine que j'avais, voilà, ça se en plaque, j'avais un petit peu de quoi être un peu stressée quand même. Donc pour lui, j'avais un problème psychologique. C'était plus facile. Ah oui, il m'avait dit, c'est normal que les médecins aient eu tant de mal à vous diagnostiquer la sclérose en plaques. Le neurologue aime tout de suite. Hein. Lui, il a un doute, mais le neurologue aime tout de suite. C'est les médecins généralistes qui ont du mal à voir que, bon, parce que j'avais une forme pédiatrique petite, en plus une forme à évolution lente. Donc des signes que j'avais effectivement. C'était pas du jour au lendemain, ah, je marche plus, vite, on voit bien qu'il y a quelque chose, quoi. C'est pas psychosomatique, hein, si je marche plus. Mais là, même quand je tombe, je mets. Donc il m'a dit, c'est normal, c'est normal que les médecins n'aient pas vu avec votre profil phobique. Alors moi j'ai un profil phobique, voilà. Je passe au cinéma, je vais te parler à Claire Chazal, j'ai un profil phobique. Eh ben j'en sens pas mal, dis donc, pour une phobique. Ah ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que Claire Chazal, merci, parce que je n'ai pas parlé beaucoup, hein, ça a duré 1 minute, mais ce que je lui ai dit, elle a très bien compris. Et on en a reparlé et ça m'a fait super plaisir. Ah ouais. Elle a cicatrisé beaucoup de blessures que j'avais. Ouais. Comme quoi. Donc, je sais plus qu'il faut aller voir Claire Chazal à chaque fois que... ah oui. Pour retenir officiellement une poussée de sclérose en plaques, il faut qu'il y ait eu un examen par un neurologue. Seul cette fois-ci, il y en a un. On ne peut donc pas retenir d'autres poussées de la maladie que l'actuelle. Ça m'a super énervé aussi. C'est super... Ils s'en rendent même pas compte de ce qu'ils disent. C'est pas possible. Donc bref, ils voulaient me faire, voilà, 5 jours de bolus à 100 mg. Moi j'en ai eu 5 jours sur... J'ai eu 1 gramme. Oh, c'était gros. Voilà. Les premiers bolus doivent se faire en milieu hospitalier ou en clinique, mais sous surveillance, du fait de la possibilité d'un phénomène d'agitation très rare, phénomène allergique. Phénomène d'agitation très rare, j'en ai eu moi. Ouais, voilà. Comment je suis rentrée dans la maladie. Comment de la maladie, c'était génial, je suis ravie. Donc le médecin généraliste n'était pas là. C'est un fou qui me reçoit, plus le professeur du CHU, très gentil avec moi, qui me dit j'ai un profil phobique et c'est pour ça qu'on n'a pas vu avec la maladie. Voilà. Ça c'est fait. Ensuite, ça c'est fait. 17 décembre 2007. Donc 3e neurologue que je vois. Le professeur du CHU m'a dit faut arrêter de passer neurologue au neurologue, il faudrait peut-être vous stabiliser parce que c'est important que le neurologue vous connaisse bien. Bah oui, maintenant ils vont bien me connaître là, le neurologue, s'ils voient mes vidéos. Alors, je ressens une consultation d'Azopurine qui vient de renouveler son bilan IRM. Sur le plan céphalique, on note une diminution du processus démyélinisant, vous ne saurais pas le dire, avec d'une part une disparition de la prise de contraste anormale. Au niveau de la protubérance, les hypersignaux iridescents très discrets en périventriculaire. Au niveau de l'IRM millulaire, on retrouve les hypersignaux flous entre C1, C2 et D5 sans rehaussement des produits de contraste. Actuellement, la patiente va bien, en dehors néanmoins d'un flou visuel monoculaire droit évoluant depuis quelques jours, alors que le tableau parétique prédominant au membre inférieur a complètement disparu. L'examen neurologique retrouve un signe de Babinski bilatéral associé à un arrêt réflexif vibratoire au niveau des chevilles. Je lui propose d'effectuer des 2 injections ponctuelles de synactine retard, 1 mg. En cas néanmoins de persistance voire d'aggravation de la symptomatologie, nous renouvellerons le protocole par bolus de solumérol. Ça, toi, j'ai pas aimé parce qu'elle m'a pas dit en face. Je lui demande c'est une poussée ce que j'ai parce qu'elle m'avait dit si ça va bien au niveau de l'IRM, on ne met pas, je propose pas de interféron. Ça veut dire s'il n'y a pas de poussée, je lui dis est-ce que j'ai là, c'est pas une poussée? Comment on sait que c'est une poussée? Ah, c'est moi qui peux dire savoir si vous avez une poussée. Elle dit tout le monde, c'est ce que je vous demande, c'est ce que je vous demande. Donc,
suis pas aimée non plus, donc je vais pour un quatrième neurologue. Avec lequel ça se passe. Ouais, voilà, ça se passe comme ça. Donc je reste plus. Alors lui il a dit quoi? Il a dit cher confrère. Je reste ce jeu, parce que ça, on va commencer par le savoir. À l'interrogatoire. Diagnostic de CEP en juillet 2007 avec une première symptomatologie en 98 de type norme. 95, trouble attentionnel, point d'interrogation. Là, il commence à dire est-ce que ça n'a pas commencé bien plus tôt? 2003, paralysie faciale, gêne au membre inférieur. Bon, bref. Mauvaise tolérance au bonus de sodium, c'est bien. IRM médulaire, hypersignal T2 intramédulaire de C1 à D5 sans prise de contraste. IRM cérébral, stabilité des lésions cérébrales sans prise de contraste. Épisode d'asthénie intense en juin dernier, trouble visuel temporel de la gauche pendant 8 jours. L'examen montre marche ataxique avec élargissement du polygone de sustentation. Pas de déficit sans dompteur. Le diagnostic le plus probable, une sclérose en plaques présentant une activité de la maladie relativement importante, même si le dernier bilan IRM ne montre pas d'activité importante de la maladie. Dans ce contexte, il y a indication de mettre en place un traitement de fond. Lui, il était pour un traitement de fond. Je suis pardon étonné par le résultat du IRM médulaire, montrant sa hypersignal étendue de la moelle. Cet aspect nécessite de doser des lacets anti-NMO pour rechercher une éventuelle neuropticomyélite de débit. C'était pas ça. Et le professeur du CHU m'a dit ah, ça ouais, ça. Écoutez, c'est pas sa faute, hein, il fait ce qu'il peut. Non, ça va, non, on va arrêter de critiquer mes neurologues. Hein. Ouais, ah ouais, le truc du. Putain, voilà, voilà. Donc maintenant, je vais parler d'autre chose. Je vais parler de la maladie à telle instance. Du docteur Jensen, qui était avant un chirurgien, qui est devenu thérapeute. Il a bien fait. Enquête de la décroyance. Et je trouvais ça excellent, donc j'en parle. Je peux pas. Je le fais en l'air maintenant, vous voyez. On est vendredi 16 septembre 2007 et c'est le dernier jour aujourd'hui. Vendredi 7 septembre. Dimanche 17. Dimanche 16 on est. Bon, c'est pas grave, j'ai tout faux. C'est normal, je sais pas ce traitement. Ça s'appelle les effets de la hospitalisation. Alors, donc là, on est mercredi. Longtemps. Donc, je suis sortie le dimanche 16 septembre 2007 de la clinique. Donc, lundi 17, 18, mercredi 19, nous sommes.
Et là, je viens enfin d'avoir la bouche qui commence à changer. J'ai du muguet de ce côté-là. J'avais depuis le début la langue, la bouche pâteuse, plus haut que le goût pour la nourriture, donc aucun plaisir. Donc là, on prend l'épreuve que le bolus rend bête, qui a des effets secondaires. Je peux te dire que je suis dans un état d'excitation, je peux pas dormir, je suis nerveuse. Alors ma douleur aux jambes, ça je veux bien croire que ça aurait été naturellement comme ça. Mais là, je pète un plomb, hein, et j'aurais bien fléchi toutes les fesses des neurologues qui passent devant moi, là, il n'y a pas de souci. Hein. Je m'en fais un neurologue, hein, même deux. Tellement je suis énervée, quoi. Je pense que c'est bionique, je pourrais courir le marathon, là, dans ma tête, parce que bien sûr, en pratique, un petit peu difficile. C'est quoi une poussée de sclérose en plaques? Dites-moi, docteur, vous pensez qu'un jour on pourra en guérir? Alors, qu'est-ce qu'une poussée de sclérose en plaques? Imaginez un fil électrique protégé par une gaine qu'on va appeler, nous neurologues, myéline. D'accord. Et imaginez maintenant qu'une petite souris vienne grignoter la gaine et du coup, l'influx nerveux ne peut plus circuler correctement. Bah c'est ça, une poussée. La sclérose en plaques, c'est beaucoup de questions, mais pas toujours de réponses. Oui, je commençais à 6h20 et il est 6h20, il est 2h10. Ouh, c'est la dernière goutte là. Ouh là, elle va pas descendre. Hein. Là, je crois que t'as un au bout là. Tu l'appelles, tu peux l'appeler. Tu appuies sur le bouton? Mais non, elle a dit qu'elle venait dans un quart d'heure. Elle a dit qu'elle venait dans un quart d'heure. Allez, cool. Ah, ma dernière goutte. Voilà, j'ai eu la dernière goutte. Je pense que là, c'est fini. J'ai trouvé une super idée pour me... L'exercice d'étirement. Alors, quand c'est trop fort, je baisse un peu. Quand je vais tirer mon pied, je monte. Ça tire. Allez, on arrête les conneries. C'est pas bien ça. Stop it. Voilà, encore 3, 2, 1. Ah voilà, je vous présente mon petit carnet qui m'a servi à noter les impressions de mon premier bolus. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que Montpellier, le lundi 10 septembre 2007, 20h40, impression dans ma première soirée à la clinique. Entrée à 14h30. J'ai pu m'installer dans ma chambre que 2 heures plus tard. L'attente a été longue entre mon inscription à l'accueil et l'entrée dans ma chambre. L'infirmière nous a placés, mes parents et moi, dans une salle d'attente en prenant soin d'allumer la télé pour nous faire patienter le temps que le patient de la 228 parte enfin. Parce qu'on a eu la surprise de le voir encore dans sa chambre. Une infirmière est apparue suivie de 2 brancardiers sortant dans l'ascenseur du 2e étage. Elle s'est approchée de ma mère pour lui demander de laisser sa place au patient en brancard. Une fois la femme de ce monsieur partie, l'infirmière est allée demander de libérer la chambre pour qu'elle puisse être nettoyée pour accueillir ce monsieur au plus vite. Donc je n'étais pas la seule à attendre.
Une fois parti, il ne restait plus que nous trois. Et ce monsieur, qui a commencé à dormir après avoir passé son temps à faire tomber ses radios IRM. Ma mère s'occupait en faisant les 400 pas dans le hall. Mon père attendait sur sa chaise que l'on vienne me chercher pour m'installer dans ma chambre. Une infirmière s'est approchée et a demandé « Monsieur Fournier ?» Il s'est réveillé et lui a répondu, tant bien que mal, oui. Elle s'est alors précipitée pour récupérer le dossier médical et a pris la fuite vers la chambre. Surpris, j'ai constaté avec mon père que le monsieur était en train de tenter de se lever, tant bien que mal. Je lui ai alors prié de prévenir l'infirmière, parce que moi je marchais pas bien, que ce patient ne pouvait pas marcher seul. « Madame, ce monsieur ne se déplace qu'en brancard. »« Oh, mais c'est tout près, vous allez y arriver, monsieur. » Et elle m'a dit que je le récupère par le bras, sans prendre conscience que sans autre intervention, elle l'aurait certainement retrouvé par terre. Alors, le premier repas m'a été servi à 18h30, je crois. Brocoli et poisson. Ouais, c'est pas trop mon truc. Donc on va poser le cathéter, bon, tout ça, c'est génial. En fait, j'attendais le neurologue, il n'est pas venu. Une gentille infirmière de nuit rentre et s'assoit sur mon lit en me demandant « Vous êtes déçu de ne pas avoir pu avoir votre premier bolus ce soir ?» Oui et non. Oui, car j'aurais pu dîner avec du sel chez moi. Donc le bolus ce soir, j'aurais pas pu dormir. Mais parce que la doc a remis une prescription demain matin entre 6h et 7h pour commencer le bolus à 1 gramme sur 3 ou 5 jours. C'est le docteur qui décidera. Le mardi 12 septembre. Ce matin, j'ai passé une très mauvaise nuit. Impossible de dormir. Il n'y a pas de calme dans le couloir. Blabla des infirmières, des aides-soignants, le bruit de leurs activités, tous certains patients. À 1h du matin, après avoir enfin réussi à cacher de ma vue la lumière qui sortait de la porte s'ouvre en grand et une femme me dit « Ça va ?» Je sors un oui à peine audible de ma bouche. « Ça va ?» J'ai un peu mal à la tête. Et la porte se referme alors aussitôt. Je râle, me demandant comment diable j'ai pu pouvoir parvenir à me rendormir. Mais l'infirmière devait faire sa ronde. Je n'étais pas morte, j'étais toujours en vie, ça va. À 5h du matin, je suis totalement abattue par la nuit que je viens de passer. J'ai très mal aux jambes, il faut savoir que j'ai rien mangé, parce que beaucoup disent, ouais, ça passait pas. Puis j'étais super stressée. J'ai très mal aux jambes, brûlure au niveau des genoux et des mollets, et aux pieds. Avec l'envie irrésistible de faire craquer les doigts des pieds. Je passais d'une jambe sur l'autre. Mais je remarque que mes jambes, quand je les tends, ne se déchargent plus d'électricité, parce que quand je tendais les jambes, j'avais besoin de ça pour pouvoir marcher en fait. J'ai aussi très mal à l'estomac, une crie famine, et j'ai mal au cou avec cet oreiller trop mou. Je suis râleuse, hein, faut savoir. Finalement, je commence à me changer d'habit, quasi convaincue de prévenir le docteur et l'infirmière que je dois quitter la clinique sur le champ. On ne peut pas me faire de ma dose de bolus dans cet état-là. Il me faut rentrer chez moi afin de trouver le sommeil et pouvoir manger à ma faim. L'infirmière reste surprise, avec son sachet de Solimédrol prêt à être servi. Ah oui, elle l'avait dans les bras là. Elle tente de me rassurer et y parvient. Vous ne pouvez pas sortir, ce n'est pas un service ambulatoire. Je vais vous installer la perf, mais vous allez être ensuite rassuré totalement. En général, c'est un traitement qui est bien supporté. Et puis vous allez ensuite pouvoir vous rendormir. À 7h30, on va vous amener le petit déjeuner. Ouais, sauf que dormir 10 minutes plus tard, prise de sang, suivi prise de température et de la prise de tension. Après, on est venu me faire mon lit, faire le ménage, le neurologue est passé. Et finalement, je reste 5 jours. On m'a fait faire un électrocardiogramme, il y a des diététiciennes est passé. C'est bien, j'ai pu lui dire que les brocolis, je n'avais pas ça. À midi, le repas est servi. À 13h, un docteur est passé. À 14h, prise de tension. Bref. Toute glycémie, tout ça. Et là, je remarque que, étrangement, je me sens plutôt bien. Cela fait longtemps que je ne ressens pas l'envie épuisante de m'allonger pour faire la sieste l'après-midi. Mais néanmoins, je pense que nerveusement, j'ai besoin de m'allonger. Ce qui me fatigue, me joue sur les nerfs, c'est qu'il y a souvent, voire toujours du bruit dans les couloirs. Ça, aucune intimité. Et oui, c'est vrai que je me sens dérangée. Ce matin, j'ai le 3e bolus. Ce matin, à 6h, pendant 5 minutes, avant de me lever, j'avais de la peine. Encore ici. Avec mon cathéter au bras qui me tiraille de temps en temps. Je me mettais à penser à ces gamins qui vivent à l'hôpital. C'est une expérience que cette hospitalisation qui a de mon côté. Ouais. J'ai espoir de pouvoir me remettre sur pied, c'est-à-dire. J'étais un peu minée car j'ai hâte d'être chez moi, qu'on arrête les réveils la nuit,
qu'on pique les doigts, qu'on prenne la température, ma tension, que les plein de docteurs et de kinés qui passent me voir, qu'on me serve des repas à des heures impossibles. Mais c'est pour mon bien. À la fin des 5 jours de bolus et de l'injection intramusculaire de synactène, j'ai une amie qui me disait « Mais c'est normal Christelle que tu fasses des confusions de mots », parce que je disais, au lieu de dire une injection intramusculaire, je disais une intrajection musculaire. Mais Colette, c'est pas fatigué que je suis, c'est lessivé, essoré, pressé, séché, repassé, capitonné, étendu, plié, tous les cycles du lavage y passent. Avec le traitement de cheval, ils m'ont anéanti. En voulant faire taire la maladie, c'est moi qu'ils sont en train de tuer. C'est vrai qu'avant de faire le bolus, j'étais pas rassurée parce que... Et j'ai bien fait, parce que le premier neurologue que j'ai vu qui me proposait le bolus en 2 heures, mais... Il faut au moins 5 heures, sinon je suis très très mal. Donc... j'ai plus confiance en médecin. La sclérose en plaques. Une maladie que je ne connaissais pas du tout, moi, à l'époque, avant de savoir que j'avais la sclérose en plaques. La sclérose en plaques, pour moi, ça évoquait quoi? Des personnes âgées en fauteuil roulant. Non, des personnes en fauteuil roulant, ça c'est sûr. Je croyais, ma mère, elle appelait ça la sclérose en plâtre. Elle croyait que c'était les muscles qui se durcissaient. Ah, c'est la sclérose des muscles. Et on finissait comme une statue. Trop marrant. Je connaissais rien, quoi, cette maladie. Et je pensais certainement pas que les petits signes, la fatigue faisait partie de la sclérose en plaques, la fatigue, les troubles urinaires. Ah non, moi c'était uniquement, voilà, on peut plus bouger, quoi. Et donc je cherchais un peu des explications, quoi. Mais la seule chose qu'il m'a dit, c'est que, ah, quand on est neurologue, quand on trouve pas de tueur au cerveau, ben on est bien content, hein. Oh, c'est pas mortel, parce que lui, bien sûr, il s'occupe de choses bien plus graves. Oh bah j'ai trouvé que j'avais vachement mon écoute bienveillante, j'ai vachement trouvé auprès de lui. Encore heureux, ma mère était là parce que elle a pu confirmer que j'ai pas rêvé. Donc, quand il m'a sorti, il m'a dit donc qu'il fallait faire une ponction lombaire pour être sûr du diagnostic. C'est bien, mais cher professeur, c'est pas une maladie que vous avez à traiter, c'est une personne. Donc peut-être essayer de savoir si j'étais dans l'urgence de savoir si c'était bien la sclérose en plaques. Donc il remettait en doute le diagnostic, pour être sûr il fallait faire la ponction lombaire, et quand j'ai dit est-ce que vous êtes sûr docteur il faut faire la ponction lombaire? Ah, mais vous savez que je m'attendais à la question. Ah normal, hypothyphobique. Alors là j'ai pas du tout aimé. Alors pas du tout, hein. Celle-là je la retiens. Ça passe pas, hein. Non, ça va quoi. Tout ce que j'ai vécu, j'ai fait X messages généralistes qui n'ont pas vu. Pourtant, à un moment donné, quand on relit tout ce que j'ai vu, quand même, on se dit, quand même, à un moment donné, vous pouvez se poser la question, un trouble urinaire, paresthésie, mais jamais ils ont regroupé tous ces symptômes. Et pourtant, il y en a un à qui j'ai dit tout ça, quoi. Bon, ben, voilà, je pardonne, d'accord. Mais quand en plus, le prof de CHU, il m'achève, là, non. Donc, c'est pour ça que le concours de l'UNICEF m'a beaucoup apporté, quoi. C'est pour ça que témoigner, ça me fait plaisir, ça me fait du bien, il faut que j'en parle de tout ça. Ça arrive, oui, ça arrive. Le but n'est pas de critiquer, encore une fois. Parce que sinon après je vais être très mal si je me mets à d'autres neurologues, c'est horrible. Personne ne veut me soigner, quoi, mais... Non. Mais il faut aussi que ça sache, quoi. C'est pas facile. Après on dit, faible psychologiquement, attendez, si j'ai pas confiance aux médecins, c'est un peu normal. Donc là arrive... La maladie est à le sens, le bouquin que j'ai lu m'a beaucoup aidé aussi. Puis à côté, j'ai un tunnel à la thérapie par le massage. Alors je ne me soigne pas grâce à des massages, mais ça m'aide. Voilà, la sophrologie aussi c'est pas mal. Alors, l'importance de donner un sens à la maladie. Qu'est-ce que ça apporte de savoir quel est le sens de la maladie? À mieux la vivre. L'idée que la maladie puisse être une voie initiatique pour parvenir à soi est de plus en plus répandue dans nos sociétés modernes. Depuis quelques années, l'attitude des malades évolue. De nombreux patients ne veulent plus subir leurs conditions de malade. Ils souhaitent comprendre pourquoi ils souffrent et ils espèrent que leur souffrance ne sera pas vaine. Ils sont persuadés que la maladie peut leur apprendre à mieux connaître la vie et à mieux se connaître eux-mêmes. Occasion d'évoluer, l'opportunité de s'améliorer. Il ne faut pas non plus penser qu'on peut aller jusqu'au contrôler la maladie. Besoin de contrôle, ça c'est normal. Hein. Moi,
quand je me au bout de 7 mois sans pousser, je me dis chouette. Et puis à ce moment-là, bam, pousser l'œil gauche, qui voit flou, la marche, j'ai un peu plus de mal. Et là, c'est douloureux. J'ai dit, eh mince, j'ai la sclérose en plaques.